Bonjour, cette vidéo complète le cours sur l'évaluation en français langue étrangère que je dispense aussi bien à l'Université des Antilles qu'à l'Université de l'île de la Réunion ou bien à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, tout au moins pour cette année 2017. Lorsque on travaille en formation de formateurs sur l'évaluation, il nous arrive souvent d'entendre des étudiants, des professeurs, des collègues se plaindre des grilles d'évaluation, se plaindre des niveaux du cadre européen, se plaindre du laxisme de leurs collègues. Et je me suis souvent demandé d'où venait ce problème. Alors les causes sont multifactorielles, la formation des enseignants, des cultures différentes, etc. Mais il y a quand même un élément qui me paraît fondamental, c'est cet apport du cadre européen. Et je me demande si finalement, à tout bien considérer, le cadre européen aujourd'hui ne génère pas un malentendu sur lequel il faudrait réfléchir. Que nous disent les auteurs du cadre? Ils nous disent que la validité est le concept dont traite le cadre de référence. Le cadre européen traite du domaine de la validité, qu'ils définissent ici, page 132, comme la possibilité de démontrer ce qui est effectivement testé et ce qui, dans le contexte donné, doit être évalué. Alors, je vous propose aujourd'hui de réfléchir avec moi sur cette notion de validité de construit, que je résume de manière assez simple en reprenant un thème de la démarche qualité qui m'est cher: dire ce qu'on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire et prouver qu'on l'a fait. Alors, de quoi s'agit-il? L'évaluation, c'est tout d'abord un certain nombre de paramètres. L'évaluation s'inscrit dans un contexte éducatif à finalité. Les finalités éducatives peuvent être le concours, la sélection de l'excellence, ça n'a rien de déshonorant, la société en demande. Ça peut être la formation, et j'insiste sur le fait que, en ce qui me concerne, je considère que l'évaluation formative est absolument fondamentale pour nos étudiants, dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'insertion des migrants et autres. Derrière ces finalités éducatives, il y a naturellement un contexte. Contexte, ça peut être l'université, l'école primaire, la formation pour adultes, la formation pour migrants, etc., etc. Ça ne sera pas la même chose d'organiser une évaluation de la production orale dans une classe où il y a 150 étudiants que de le faire avec un petit groupe de 5 étudiants. Donc le contexte, la contextualisation est absolument fondamentale. C'est aussi, bien entendu, des fondements conceptuels. Ce n'est pas la même chose d'enseigner et d'évaluer dans une optique de grammaire-traduction que de le faire dans une perspective constructiviste, de développement intégral de la personnalité, développement d'une personnalité plurilingue, dans une optique actionnelle, c'est-à-dire où on fait du locuteur un acteur social capable de réaliser des tâches et d'interagir avec ses coligionnaires dans un pays étranger ou chez lui avec des locuteurs d'une autre langue. Le faire avec le modèle de Bachmann, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, sur celui de Canal et Schwenk qui lui était antérieur. Ces fondements conceptuels doivent être explicités pour que les enseignants soient bien d'accord sur ce qu'ils vont évaluer. Et puis il y a naturellement des fonctions de l'évaluation, vous les connaissez: sélectionner, former, certifier. Alors, pour évaluer, il faut mettre au point des attendus. Ces attendus, vous les voyez ici, peuvent être énoncés en termes de référentiels. Par exemple, le travail que nous avons entamé sous la direction de Jean-Claude Béaco, Rémi Porquier, dans le cadre du projet de description des niveaux de référence du cadre européen. Il y a d'autres référentiels de fait, il y en aura d'autres, commencer par threshold level ou bien entendu le niveau seuil dès les années 75-76. Ça peut être énoncé en termes de curriculum, en termes de syllabus, en termes de programme, en termes de cursus. Nous ne reviendrons pas sur ces termes que je rappelle ici, juste pour mémoire. Alors, si nous décidons que nous allons évaluer le profil linguistique de sortie en français des futurs professeurs de français, qu'est-ce que cela signifie? Bien, cela signifie que, visiblement, on n'aura pas besoin de formules de mathématiques pour le faire, bien entendu. Je vais vous proposer un petit exercice pratique pour travailler et illustrer cette notion de validité de construit. Il y a donc un contexte. Ce contexte, nous allons aujourd'hui, dans cette étude de cas, décider qu'il s'agit de la formation universitaire de futurs enseignants de FLE, niveau A2 du cadre européen, en Amérique latine.
Nous allons estimer aujourd'hui qu'il s'agit de mettre en place une évaluation sommative de fin de cycle, donc destinée à valider les compétences des étudiants pour savoir s'ils peuvent passer ou non au niveau supérieur, et que nous travaillons donc avec le cadre européen, donc un enseignement communicatif basé sur une approche par compétences dans une perspective actionnelle. Les attendus de ce cours auront probablement été élaborés par l'université elle-même, avec un profil de sortie des étudiants, avec un portfolio de compétences, avec un programme, un syllabus, etc. Je ne reviens pas sur ce que vous venez de dire. Et donc l'évaluation que nous allons mettre en place aura pour objet d'inférer les compétences et les connaissances des apprenants. Attention, attention. J'ai dit inférer les compétences et les connaissances, mais qu'est-ce que ça signifie d'inférer des compétences et des connaissances? Inférer, parce que on ne peut pas évaluer une compétence. Ça n'est pas possible. On peut tout juste, dans un milieu guidé, non naturel, essayer de supposer sur la base de performances des apprenants qu'ils seront capables dans la vie réelle de faire quelque chose. C'est pour cela qu'on ne parle pas d'évaluation des compétences, mais d'inférence sur la base de performances réalisées par les apprenants. Nous le ferons à partir d'un schéma, qui est le schéma, aujourd'hui on a pris celui de Bagman, que vous connaissez, qui organise un certain nombre de dimensions du langage, en termes organisationnels, pragmatiques, en termes de savoir et de savoir-faire grammaticaux, textuels, fonctionnels, sociolinguistiques. On aurait pu prendre, je le répète, un autre modèle. Le tout, c'est de savoir exactement quelles sont les dimensions du langage que nous observerons chez nos apprenants pour pouvoir inférer leurs compétences. Je rappelle avant de commencer, que évaluer, ça n'est pas la même chose que mesurer. Mesurer un segment de droite, ça se fait avec une unité de mesure consensuelle, le centimètre ou le pouce, mais concernant la compétence, on évalue avec des points, et donc je considère pour ma part que l'évaluation est plus un message de ce qui est acquis, message de ce qu'il faudra encore acquérir, plutôt que sur une mesure. Donc, le mot inféré prend ici une valeur tout à fait importante. Alors, puisque nous sommes au niveau A2, eh bien, je reprends les sacro-saints descripteurs du cadre européen, et je lis, peut décrire en A2, peut décrire, présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu'on n'aime pas, par de courtes séries d'expressions ou de phrases non articulées. A priori, ce descripteur simple doit pouvoir répondre à toutes nos questions de validité, parce que tout est dit de manière assez précise. Alors, nous avons donc une activité langagière, on va choisir aujourd'hui la production écrite, et des objectifs pragmatiques. Les objectifs pragmatiques que j'ai choisis pour cette étude de cas, est-ce que nos étudiants seront capables de décrire leur logement et de situer des objets dans l'espace? Ceci inclut des sous-objectifs linguistiques, lexicaux, morphosyntaxiques, sociolinguistiques, que vous pouvez lire ici. On pourrait parfaitement inclure aussi des objectifs de compétences interculturelles. On sait que par exemple, l'habitat entre la France urbaine, parisienne ou l'Amérique latine, c'est pas la même chose. Je voudrais quand même rappeler qu'en évaluation sommative, ça n'est pour l'instant pas conseillé parce que les outils dont nous disposons ne permettent pas de mettre en place une validité de construit précise de la compétence de communication interculturelle. Je vous renvoie pour cela aux travaux que j'ai menés en collaboration avec Valérie Amiraud et Denise Lucier sur le site xenoreference.ca qui fait un peu le point sur ce sujet. Donc, si nous décidons que nous allons travailler sur l'objectif d'écrire son logement dans une conception actionnelle, il est évident que l'exercice que vous voyez ici, qui consisterait à légender un schéma en faisant glisser des mots dans un cartouche, peut être un exercice intéressant pour construire une compétence ou des connaissances lexicales, mais pas pour valider la capacité d'une personne à décrire son logement. Il va donc falloir proposer ce qu'on appelle aujourd'hui une tâche. Je vais donc vous proposer quelques éléments pour construire une tâche congruente avec la validité de construit que nous avons déterminée tout à l'heure. Puisque nous sommes en production écrite, la consigne devra dire très explicitement au candidat, à l'apprenant, qu'il devra écrire. Et puisqu'on parle d'écrire, ou de parler, ou de construire un dialogue, quelle que soit la consigne qui est donnée, il faut immédiatement préciser le genre socio-discursif attendu, puisque vous le savez, derrière tout acte de communication, il y a des protocoles discursifs que nous respectons, qui articulent, qui mettent en place le schéma textuel. Dans le cas qui nous intéresse, écrire une lettre amicale. Ça n'est pas la même chose écrire une lettre amicale qu'écrire une lettre formelle de demande de
de location de tel ou tel bien, ou écrire une petite annonce pour mettre en location son bien. Donc, vous écrivez une lettre à votre ami français. Pourquoi français? Canadien, ou suisse, ou belge, ou ivoirien? Eh bien, parce que il faut prendre en compte l'authenticité situationnelle des tâches. Si un latino-américain écrit à un ami pour lui parler de son logement, il pourrait le faire en espagnol ou en portugais. En précisant qu'il faut qu'il s'adresse à un ami français, on supposera qu'il faudra qu'il lui écrive en français. Il faut également qu'il y ait un verbe performatif attendu, en l'occurrence d'écrire, et que ce verbe performatif figure bien dans la consigne et qu'il soit le même que celui de l'objectif pragmatique. J'insiste sur cette isotopie lexicale, on doit retrouver les mêmes mots dans les objectifs, dans la consigne, et vous le verrez après dans la grille d'évaluation. Vous écrivez donc une lettre à votre ami français dans laquelle vous décrivez votre logement. On peut rajouter des contenus lexicaux, voire morphosyntaxiques si on le souhaite, pourquoi pas. Et puis on précise les conditions de réalisation de la tâche pour que celle-ci soit éthique. 80 mots, 45 minutes. Notre tâche est maintenant congruente avec nos objectifs. La validité de construit s'enrichit. Mais ça ne suffit pas. Pour la compléter, il faut aussi qu'il y ait une grille d'évaluation critériée. J'ai dit tout à l'heure que l'évaluation pour moi était un message et pas une somme de points qui donnerait une mesure. Il faut donc proposer des dimensions du langage, et là je reprends le modèle de Bachmann, on aurait pu en prendre d'autres, avec donc des dimensions pragmatiques, morphosyntaxiques, lexicales ou sociolinguistiques, qui sont les mêmes que celles qu'on avait dans mes objectifs, tels qu'ils avaient été énoncés. Donc l'apprenant voit bien la congruence et la logique du système, et on met en place une validité de construit cohérente. Seulement, il faut aller encore au-delà de cela, parce que la colonne des chiffres, donc qui ferait la somme de tous les chiffres qu'on pourrait proposer pour donner une évaluation en fonction des dimensions observées, eh bien, doit elle-même justifier de choix. Et c'est là qu'un malentendu se crée, entre autres, entre collègues en général. C'est que, pour certains, au niveau A2, la dimension pragmatique est la plus importante. C'est ce qu'on disait avant dans la méthodologie communicative, je schématise et je caricature un peu, lorsqu'on disait il faut que le message passe. Eh bien, si je considère qu'en A2, l'important c'est que le message passe et que la forme sera un sous-objectif légèrement inférieur à ce niveau-là, eh bien l'objectif d'écrire son logement sera mieux pondéré et donc je validerai avec davantage de points la réussite de cet objectif, même si sur le plan morphosyntaxique, lexical, voire sociolinguistique, le registre amical n'est pas exactement respecté ou le lexique est un peu pauvre. C'est donc dans la répartition des points que je vais pouvoir faire des choix de validité de construit. Et ces choix, souvent, sont trop personnels et trop peu explicités. Travaillez la pondération des grilles avec vos amis. Vous allez peut-être vous rendre compte, avec vos collègues, pardon, mais qui sont aussi vos amis sans doute, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, eh bien, la validité de construit se mettant en place de manière consensuelle, les malentendus tendent à s'effacer un peu. Ainsi donc, nous avons maintenant un dispositif relativement congruent, assez facile à mettre en place, vous en conviendrez, qui va nous permettre du coup de revenir un peu sur ce malentendu dont je vous parlais tout à l'heure. Les descripteurs du cadre européen, apparus donc en France dans les années 2003-2004 dans les écoles, grosso modo après la sortie du cadre en 2001, eh bien, proposaient un certain nombre de solutions qui ont semblé, à tort, être des solutions idéales. Peut écrire sur les aspects quotidiens de son environnement, par exemple les gens, les lieux, le travail ou les études, avec des phrases reliées entre elles. Voilà ce qui semblait être un descripteur de compétences tout à fait univoque, c'est-à-dire qui serait compris de la même façon par tous. Or, très vite, on s'est aperçu que derrière les termes phrases simples, derrière les termes description brève et élémentaire, expression appropriée ou bien contenu prévisible au nom des situations courantes de type concret, etc., se cachait un certain nombre d'arbitraires, se cachait un certain nombre de malentendus. C'est la raison pour laquelle je rappelle que pour qu'une évaluation soit congruente, les descripteurs du cadre européen ne suffisent pas. Il faut aussi faire référence aux programmes qui sont proposés par vos institutions ou par vos manuels. Il faut aussi faire référence aux référentiels pour le français du Conseil de l'Europe, pourquoi pas. Et nous le verrons dans la partie qui concernera la fiabilité de l'évaluation, c'est-à-dire la façon dont les évaluateurs utilisent les outils que nous venons de mettre en place. Il faudra également travailler avec des exemplifications qui permettent d'ancrer ce que veut dire concrètement une description brève et élémentaire ou bien une phrase simple.
La validité de construit est donc l'une des conditions requises pour que l'évaluation que nous ferons remplisse ces fonctions, celles que je n'avais pas précisées tout à l'heure mais que je souhaite mettre ici en conclusion. L'évaluation, elle est au service de l'apprenant. Elle doit l'aider, elle doit le motiver, elle doit valoriser tout ce qu'il sait, elle doit l'encourager. Et naturellement, pour que ceci ait lieu, pour qu'il n'y ait pas de frustration ou de malentendu, il faut que cette évaluation soit juste, il faut qu'elle soit éthique, il faut qu'elle soit pertinente, d'où la mise en place d'une démarche qualité que pour ma part et avec un certain nombre de collègues, je défends depuis un certain nombre d'années. À bientôt donc pour de nouvelles aventures et en particulier une vidéo qui traitera cette fois de la fiabilité de la notation.